Voilà. Donc, Alexis, il va falloir que tu relances ton micro. Ouais, c'est fait, tu m'entends? C'est bon, parfait. Ok. Et donc, je partage mon écran sur le sujet du jour. Donc, déjà en 2 mots, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas sous cette activité-là, j'ai créé il y a 4 ans maintenant une agence qui s'appelle Bras droit des dirigeants du Gâtinais et dont le métier est d'accompagner les entreprises en étant leur directeur commercial à temps partagé. Il y a plein d'entreprises qui ont besoin d'une direction commerciale, même des entreprises unipersonnelles, qui ont besoin d'aide sur le développement commercial, des outils pour pouvoir se développer et aussi du management commercial pour avoir quelqu'un qui entraîne les équipes commerciales ou qui, si c'est vous qui faites vous-même votre développement commercial, qui puisse vous dire bravo quand vous faites les choses bien et vous faire avancer quand il faut aussi quelqu'un qui vous pousse un peu. Mais vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer un directeur commercial à plein temps. Donc, le rôle de bras droit des dirigeants, c'est de vous apporter la possibilité d'avoir un directeur commercial expérimenté et à temps partagé, à temps choisi. L'agence existe donc depuis 4 ans et me rejoint dans cette agence là maintenant Alexis Dozukovic qui va juste prendre la main quelques minutes pour se présenter, puis après je reprendrai la main sur la présentation. Alexis. Oui, moi j'ai rejoint effectivement Fabrice dans l'agence bras droit des dirigeants du Gâtinais il y a quelques semaines. Pour me présenter personnellement, j'ai 41 ans. J'ai une quinzaine d'années d'expérience en business développement et direction commerciale, notamment dans le secteur de la communication et de l'industrie, que ce soit dans des petites, moyennes entreprises ou grands groupes. Voilà, je suis quelqu'un de très pragmatique, je suis quelqu'un de terrain, j'ai une forte sensibilité client. Je pense que c'est la clé de la réussite commerciale. Et pour revenir sur ce que disait Fabrice, effectivement, le temps partagé, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, j'en avais pas une grande connaissance également avant. Très concrètement, nous venons dans votre entreprise en général une demi-journée, une journée par semaine pendant un certain laps de temps défini pour vous aider à mettre en place cette feuille de route de développement commercial. Merci Alexis. Donc, moi, pour vous faire un détail sur mon expérience et d'où je viens, pareil, j'ai une vingtaine d'expériences en direction commerciale. J'ai été directeur commercial d'entreprises dont les marques peuvent vous parler, type Converse en chaussures, Daniel Echter. La marque qui m'a fait arriver sur cette belle région de Midi-la-Forêt, c'est Lady de Paris, une marque de lingerie qui était basée à Malesherbes. Et puis, j'étais à la création de venteprivée.com et j'y ai passé 12 ans pour passer de 3 à 3 000 personnes, donc avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer lors d'une croissance extrême comme on l'a vécu chez Venteprivée. Donc voilà pour la présentation de Bras droit des dirigeants et de qui anime l'agence sur la région. Alors, vous savez que l'environnement économique qu'on est en train de vivre, voire même de subir, est en complet changement. Il y a plein de choses qui vont évoluer. Le marché évolue, vos concurrents évoluent. Ils vont probablement être différents, intervenir de manière différente. Et la crise qu'on vit accélère tout ça. Donc, il va falloir forcément s'adapter. C'est ceux qui s'adaptent qui vont réussir à mieux vivre ces changements. Et puis, il faut s'adapter non seulement au marché, ça c'est ce qu'on a l'habitude de faire depuis des années, mais à l'évolution de la concurrence qui va être beaucoup plus exacerbée que ce qu'on a pu vivre jusqu'ici. Votre rôle en tant que dirigeant, c'est d'avoir une stratégie claire, de partager cette stratégie avec vos collaborateurs pour que tout le monde ait la même vision, que le cap soit bien défini et que c'est comme ça en partageant aussi les difficultés, parce qu'il n'y a pas que le cap, il y a aussi être transparent sur
quelles sont les difficultés que l'ensemble de l'entreprise va rencontrer, parce qu'il va y en avoir. Partagez ça avec l'ensemble de vos collaborateurs de manière à les faire adhérer au projet et faire avancer les choses. Pour ça, il y a quelques méthodes et c'est ce qu'on vous propose avec Alexis de partager. L'objectif de ce séminaire, c'est donc bien sûr de rencontrer des gens et effectivement de réunir des chefs d'entreprise autour d'un thème, et puis de revenir aussi à quelques bases du développement commercial, et que moi j'ai intitulé les 4 piliers, parce que même s'il y a beaucoup de changements, même si le marché change, même si la concurrence change, il y a des choses qui ne vont pas changer. C'est les relations humaines et les bases du développement commercial seront toujours basées sur les mêmes choses. Peut-être que les produits changeront, mais la façon de les vendre ne va pas changer. Alors, dans les 4 piliers, on va voir en premier la prospection, et c'est Alexis qui va prendre la main sur ça. Ensuite, la fidélisation, la reconquête et les partenariats. Vous verrez qu'en voyant ces 4 piliers, vous aurez fait un scan de l'ensemble des possibilités de clients qu'on peut avoir. Si vous référencez, si vous avez une idée d'un client qui ne fait pas partie de ces 4 familles, dites-le nous parce qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose, mais pour moi, ça regroupe l'ensemble des clients qu'on peut avoir. Allons-y avec la prospection, Alexis. Oui. Alors, juste avant de démarrer sur la prospection, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Fabrice. C'est vrai que dans cette période un peu confuse, on ne sait pas trop parfois par où commencer ou recommencer. Donc, je pense et nous pensons qu'il est bien de se poser un petit peu et de reprendre, comme tu le disais, certaines bases pour ne pas partir dans tous les sens. Donc, peut-être sûrement, on ne réinvente rien avec ce que l'on vous propose là, mais on accentue les méthodes basiques qui fonctionnent. L'objectif, c'est effectivement de vous conforter dans l'idée que vous utilisez les bonnes méthodes pour vous développer commercialement, ou bien vous les rappeler pour effectivement, à travers ces 4 piliers, pour augmenter la croissance de votre entreprise. Donc, pour recommencer à la prospection qui est le premier pilier du développement commercial, ça sert à quoi? La prospection, ça sert à faire entrer de nouveaux clients. Alors, comment organiser sa prospection? Tout d'abord, il faut évidemment identifier les cibles et les décideurs en y associant des produits et des prestations que l'on va leur vendre. C'est répondre à la question qui pourrait m'acheter quoi? Alors, ça fait évidemment appel au bon sens, évidemment, mais aussi au retour d'expérience que chacun peut avoir sur son secteur. Je vous prends un exemple très concret. Moi, lorsque je travaillais dans le milieu industriel, je m'étais rendu compte que je vendais énormément de produits dans une sucrerie, par exemple, dans le centre de la France. Et naturellement, je me suis dit que si une sucrerie dans le centre de la France achetait mes produits, eh bien, d'autres sucreries, soit du même groupe, soit de groupes concurrents, pouvaient en acheter. Naturellement, mes cibles étaient définies de cette manière-là. Il est vraiment indispensable, et effectivement, on l'a remarqué, que dans vos cibles, il faut identifier les décideurs des prescripteurs. Le discours ne va pas être le même et évidemment, le but est d'avoir le contact du décideur. Le décideur, c'est évidemment lui qui fait le chèque. Ensuite, une fois que vous avez identifié ces cibles et savoir ce que vous allez leur vendre, construire le process de vente et le contrôler. Construire le process de vente, c'est refaire le chemin qui part du premier contact que vous allez avoir avec votre prospect jusqu'à la finalisation du contrat. Comment est-ce que je vais lui vendre mon service? Par quelles étapes je vais être obligé de passer pour pouvoir arriver à cette signature de contrat? Le process de vente doit être contrôlé. J'entends par là, très concrètement, encore une fois, que par exemple, un prospect qui vous dit très bien, on se rappelle avant l'été, pour moi, vous n'avez pas de contrôle du process de vente. En revanche, si vous arrivez à le guider pour qu'il vous dise très bien, on se rappelle le 18 juin à 14h et on se voit dans mon bureau à cette heure-là, là, vous avez une maîtrise du process de vente. Il faut éviter les approximations et être vraiment dans le concret et réussir à amener son prospect vers des rendez-vous concrets.
Ensuite, évidemment, il faut se fixer des objectifs et les suivre, sinon ça ne sert à rien. Les objectifs, on pourrait se les fixer d'une manière, ce qu'on appelle d'une manière SMART, c'est-à-dire que ce sont des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Vos objectifs, ce sont votre GPS. Lorsque vous prenez votre voiture le matin et que vous ne savez pas où aller, si vous n'avez pas d'objectif, votre GPS vous mènera nulle part. Donc, ce sont vraiment vos objectifs qu'il faut suivre, évidemment, de manière, alors après ça dépend à voir avec vos équipes et votre secteur et ce que vous vendez, mais il faut les suivre de manière régulière, quotidiennement ou de manière hebdomadaire, pour évidemment adapter votre rythme et savoir parfaitement dans quelle direction vous allez. Vous pouvez également adapter votre feuille de route en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés, accélérer, ralentir, changer de cap, c'est indispensable. De toute façon, si vous ne fixez pas d'objectifs, vous êtes sûr de ne pas les atteindre. Le deuxième pilier, la fidélisation, Fabrice. Alors, deuxième famille de gens avec qui on est en interaction commerciale, après les gens qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas nos clients, il y a ceux qu'on connaît et qui sont nos clients. Donc, c'est sur lesquels il va falloir mener des actions et avoir un plan d'action de fidélisation. Le but de ce plan d'action, c'est de maintenir le chiffre d'affaires, de le faire progresser, d'augmenter le panier moyen, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun des clients qui vous achète 100 passe à 110 l'année suivante, donc faire progresser l'enveloppe client de chacun des clients fidèles, stabiliser et sécuriser le CA de l'entreprise. Ça, c'est les objectifs. Comment on fait pour maintenir ces objectifs-là ou pour avoir des objectifs clairs et y arriver? D'abord, il faut définir quelle est la qualité de la relation commerciale que vous avez avec vos clients. Alors, la qualité de la relation commerciale, la façon la plus facile d'en juger, c'est d'avoir un retour d'effort. Vous faites des efforts tous les jours pour vos clients. À un moment, demandez à vos clients, ceux que vous considérez comme vos clients fidèles, de faire un effort pour vous. Et c'est là où vous allez pouvoir juger de la qualité de votre relation commerciale avec vos clients. C'est les clients qui ne font pas d'efforts pour vous, c'est que vous avez encore des efforts, vous, à faire sur la qualité de la relation commerciale avec eux. C'est qu'ils ne sont pas prêts à vous aider, donc tout n'est pas fait avec eux, donc vous avez encore pas mal de démarches à faire pour avoir ce retour d'effort. Le jour où vous avez ce retour d'effort, vous avez ce qu'on appelle un bastion commercial avec ce client. C'est-à-dire que ce client est quelqu'un qui va être presque loqué avec vous, c'est-à-dire qu'il sera votre client fidèle et important et rentable pour vous, et vous allez le classer comme tel. La QRC, elle doit être liée à l'attractivité commerciale, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont très fidèles, mais qui ne vous apportent pas grand-chose, ou alors qui ne sont pas rentables. Bref, qui ne servent à rien pour l'entreprise, qui sont juste un moyen, des fois, de faire tourner la manivelle, mais sans rien rapporter. Il ne faut pas investir beaucoup sur ces gens-là. En fait, vous allez classer vos clients, la slide suivante, vous allez classer vos clients dans 4 grandes familles. C'est un petit peu ce qu'on fait sur une matrice avec 4 zones. Les clients qui font beaucoup de chiffre d'affaires et qui sont fidèles vont être en haut à droite. Et puis, vous allez avoir des petits clients, pas beaucoup de chiffre d'affaires, mais fidèles. Des petits clients, mais qui peuvent changer de fournisseur à chaque fois qu'ils achètent quelque chose. Donc, c'est vraiment opportuniste et avec des critères d'achat qui peuvent être différents. Une fois, ça va être le prix, une fois, ça va être le délai, une fois, ça va être je ne sais pas quelle est la nature de leur levier de décision. Mais en tout cas, ce n'est pas des gens fidèles. Et puis, des gens qui sont des clients chez vous, mais que vous savez que la concurrence va chercher ces clients-là parce que c'est des clients intéressants pour tous, et que vous n'êtes pas sûr de les garder parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir toujours la meilleure offre, parce que le client il peut être volage et aller chez un autre fournisseur. Donc, c'est des clients qu'il va falloir aussi bien soigner pour que vous les fassiez basculer des clients sur lesquels vous avez une menace de la concurrence à des clients qui sont des clients fidèles et des bastions de la marque. Qu'est-ce qu'on doit faire comme plan d'action avec chacune de ces familles de clients?
Ben, sur les bastions, juger de la qualité de la relation commerciale, comme on le disait, et ensuite, consolider votre relation avec ces marques-là, avec ces clients-là. Il faut que vous ayez en tête que c'est ceux qui assurent normalement dans une entreprise de l'ordre de 80% de votre chiffre d'affaires. C'est ce qui assure votre point mort. Les clients fidèles, c'est ce qui fait que votre entreprise continue à vivre. Les clients qui vont tourner ou que vous allez conquérir ou que vous allez obtenir sur une nouvelle année, c'est en règle générale 20% du chiffre d'affaires et c'est ce qui assure votre bénéfice. Bon ou mauvais. Mais c'est ce que vous allez créer dans l'année qui va vous faire gagner plus. Ce que vous allez conserver d'année en année, c'est ce qui vous assure votre pérennité. Donc, les bastions, on consolide, on entretient. Il faut aller les voir régulièrement, il faut les soigner. Il ne faut pas se dire celui-là, il est acquis, il n'y a plus besoin de faire d'efforts pour lui. Non, c'est très important de les garder, donc de les soigner et de faire des efforts pour ces clients-là. La période qu'on est en train de vivre de confinement, bon, on est presque au bout, hein, mais c'est une période où il faut entretenir la relation avec ces clients-là, il faut les appeler, il faut se tenir au courant de comment ils travaillent, comment ils évoluent, parce que vous avez impérativement besoin d'eux. Et comme ils sont fidèles, et eux aussi, ils ont besoin de vous. Ceux qui sont en menace de concurrence, en permanence, il faut être en mode de conquête. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez leur faire une offre, vous allez avoir une offre concurrentielle en face. Donc, il faut en permanence être en découverte de ces clients-là et être en mode conquérant, c'est-à-dire de dire je vais faire la meilleure offre, je vais me positionner au mieux, ça ne veut pas dire être le moins cher. Hein. Positionner au mieux, ce n'est pas être le moins cher. On en reparlera pour d'autres sujets, mais le prix n'est qu'un élément de l'offre et ce n'est pas forcément le moins cher. Ce qui ne coûte rien ne vaut pas grand-chose. Donc, traiter ces clients-là comme si c'était la première fois que vous travaillez avec eux à chaque fois. Et puis, sur la reconquête, c'est des clients que vous avez perdus. Ça, je vais laisser la main à Alexis, pardon, parce que c'est le tour d'Alexis, mais c'est encore une troisième famille de bastions, de piliers, le troisième pilier de la relation commerciale. Il y a une troisième famille de produits qui sont les deux clients, qui sont les clients que vous avez perdus. Ouais, exactement. La reconquête, alors, c'est la troisième famille, je dirais, qui est plutôt, elle est presque sympa dans le développement commercial, entre guillemets, puisque le but est de reconquérir d'anciens clients. Donc, c'est vraiment se mettre à chacun un challenge. Et puis surtout, la reconquête, ça permet de contourner la prospection pure et permanente, qui est souvent très longue, très dure, très compliquée, parfois chronophage puisque les cibles n'ont pas bien été identifiées. Donc la reconquête, ça permet vraiment un gain rapide et peu coûteux de chiffre d'affaires si elle est faite de manière régulière. Faut pas oublier que dans la reconquête, le coût d'acquisition client est de zéro. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme et à terme un gain d'argent. Comment est-ce que l'on fait pour reconquérir d'anciens clients? Alors, en identifiant effectivement les clients perdus, si possible à fort potentiel, via, si vous en avez un, votre CRM. Alors, ça peut être des clients qui achetaient chez vous il y a une dizaine d'années, 5 ans, 2 ans, mais on peut remonter à très très loin. Et évidemment, il faut, si possible, savoir pourquoi ils n'achètent plus chez vous. Est-ce que c'est parce que sont partis chez des concurrents? À ce moment-là, savoir pourquoi est-ce qu'ils sont partis chez des concurrents? Parce qu'on était trop cher, parce qu'on n'avait pas un bon service client, parce qu'on n'avait pas un bon suivi. Peut-être qu'ils n'ont plus de besoin. Peut-être que c'est la faute d'un de vos commerciaux ou peut-être une faute de votre part qui n'avait pas été assez attentif, une relation client mauvaise tout simplement. Donc ça passe encore une fois, comme le disait Fabrice, par le dialogue. Donc il faut les rappeler et leur demander très concrètement, voilà, aujourd'hui nous existons encore,
Les choses ont peut-être changé. Il faut leur expliquer que les choses ont changé si jamais effectivement ils sont partis parce qu'ils ont trouvé que le service n'était pas bon, par exemple. Monter du coup un process par cible. Le process par cible, il va se faire avec un discours forcément adapté à chaque client par l'historique que vous avez avec lui. Puisque vous savez qu'il a acheté, vous savez ce qu'il a acheté, combien il a acheté, quelle quantité. Donc, c'est une porte d'entrée relativement simple vis-à-vis de votre interlocuteur. Le discours va être relativement simple à établir et à ce moment-là, ça va vous permettre ensuite de discuter avec lui et de vous fixer des objectifs, encore une fois, indispensables. Alors, ces objectifs dans la reconquête, ça peut être des objectifs de chiffre d'affaires, évidemment, mais ça peut être aussi des objectifs de reprise de contact, de nouveaux contacts, puisqu'il peut y avoir eu du turnover dans les entreprises, d'un nombre de rappels à faire régulièrement, parce que la reconquête va aussi évidemment vous permettre de mettre à jour votre CRM, ce qui est super important. Et puis évidemment ensuite, suivre l'atteinte de vos objectifs, ça c'est un travail quotidien ou hebdomadaire ou mensuel, c'est extrêmement important pour savoir où vous en êtes. Donc la prospection, c'est très compliqué, c'est très long, c'est parfois très pénible. La reconquête, je dirais que c'est un des aspects plutôt sympas qui peut aboutir à des affaires assez rapides et un discours qui est relativement simple à mettre en place vis-à-vis d'anciens clients qui connaissent déjà votre entreprise. On a ensuite la dernière famille qui sont les partenariats. Alors en fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on considérait que l'ensemble d'un portefeuille d'actions commerciales était composé de 3 piliers. Bah oui, quand vous avez fait le tour entre les prospects, les gens qui sont vos clients actifs et les gens qui sont les clients perdus, bah, grosso modo, vous avez vu tout le monde. Oui, soit c'est des gens que je ne connais pas encore, soit c'est des gens que je connais avec qui j'ai travaillé et je ne travaille plus, soit c'est des gens que je connais avec qui je travaille. Ah ouais, on a fait tout le monde. Et non, il y a un 4e pilier aujourd'hui qui est très important, qui est le pilier des partenariats. Les partenariats, ce sont les gens que vous connaissez ou que vous allez apprendre à connaître, qui ne sont pas des prospects. C'est-à-dire que vous savez que ce n'est pas avec eux que vous allez travailler directement. Mais par contre, ils peuvent vous apporter des affaires. Et c'est un relais pour développer votre CA qui est colossal aujourd'hui et qui est essentiel dans le développement des affaires. Vous savez, grosso modo, parce que je vous vois tous là, la plupart font partie de réseau. Le réseau fait partie de ce développement et des partenariats. Mais il n'y a pas que ça. Hein. On peut aussi utiliser des gens qui peuvent être des vecteurs de développement pour votre activité à vous. Chacun a des gens qui sont des prescripteurs. Certains ont je vois Nathalie qui fait de la décoration d'intérieur peut avoir des architectes comme prescripteurs et créer un réseau d'architectes autour de son activité qui va lui permettre de se développer. Alors, ça peut être des gens qu'on va de toute façon contacter régulièrement, qu'il faut informer des actualités tous les jours, régulièrement, le plus souvent possible, être proche d'eux, faire en sorte que vous soyez toujours au-dessus de la pile. C'est-à-dire que le jour où on a besoin de vous, c'est à vous qu'on pense. Proposer des contrats d'apporteurs, c'est-à-dire que des fois, il y a des gens, pour qu'ils vous apportent des affaires, il faut les rémunérer. Et puis, il y en a même dont c'est le métier d'être des apporteurs d'affaires. Donc, il ne faut pas hésiter des fois à mettre un peu de monnaie sonnante et trébuchante ou quand les gens le refusent, y aller sous forme de cadeau, sous forme d'invitation à une action où vous êtes présent. Ça peut être un déjeuner avec vous ou sans vous, ou une invitation à un événement sportif ou à n'importe quoi. Mais il faut savoir remercier ces gens-là parce que votre développement aujourd'hui, il est de plus en plus basé sur les réseaux d'affaires et sur les apporteurs d'affaires. Il faut savoir qu'il y a 15 ans, on faisait beaucoup de prospection, ce qu'on appelait la prospection dans le dur, beaucoup de phoning, beaucoup de choses comme ça.
avec des taux de retour qui étaient normalement relativement efficaces. Aujourd'hui, ce n'est pas que ça ne fonctionne plus, parce que ça fonctionne encore. Sauf que pour avoir un rendez-vous, au lieu de passer 50 appels, il faut en passer 300. Donc ça fonctionne, puisqu'on finit par avoir un rendez-vous. Le problème, c'est que le temps à y passer, l'énergie, la frustration et l'ensemble de l'effort commercial qu'il faut dédier à ce résultat-là grandit d'année en année. Et du coup, prend un temps énorme sur votre développement commercial. Donc, oui, il faut y consacrer un peu de temps à la pure prospection parce qu'il ne faut pas laisser tomber cette phase-là. Ça fait partie d'un des piliers, il faut en faire. Mais il faut aussi consacrer du temps à quelque chose qui va être rentable. Alors, plus à long terme, c'est-à-dire que les réseaux et les apporteurs d'affaires, ils ne vont pas vous apporter des affaires ou signer un contrat le premier jour où vous allez les voir. Ça prend du temps. Il faut entretenir la relation, il faut se faire connaître, il faut gagner la confiance. Il faut avoir cette relation humaine qui fait que les gens ont envie aussi et souhaitent votre réussite, ils vont vous accompagner sur ça. Donc, ça prend un peu de temps, mais c'est très efficace sur le long terme. Autrement dit, c'est un pilier sur lequel il faut investir de plus en plus, mais il ne faut surtout pas oublier de continuer à investir sur la prospection. Et c'est ce que je vois de temps en temps, c'est que les gens passent sur le côté réseau et apporteur et oublient le pilier de la prospection. Et à ce moment-là, l'ensemble de la démarche commerciale n'est pas complète. Donc, oui, le réseau, c'est important. Oui, les apporteurs d'affaires, c'est important. Mais il ne faut pas négliger le reste pour autant. Les clés du succès. La première clé, c'est de varier les plaisirs. Il ne faut pas n'utiliser qu'un seul des piliers et se contenter d'un seul des piliers sur des durées qui soient trop longues. Si vous faites que de la prospection, bon courage. C'est très difficile, c'est très frustrant, ça dépense beaucoup d'énergie et c'est difficile. Psychologiquement, la prospection pure est compliquée parce qu'on prend beaucoup de portes dans la figure et de plus en plus avec le temps qui passe. Mais il faut en faire, donc il faut en faire un peu. Et puis, il faut mettre dans la journée, vous allez faire 2 heures où je vais prospecter, puis derrière 2 heures où je vais relancer des clients que j'ai perdus, puis après 2 heures de fidélisation. Et puis ensuite, je me fais un rendez-vous réseau et je passe 2 heures à parler de moi devant 15 personnes. C'est ça qu'il faut arriver à organiser. Alors, c'est peut-être pas découpé dans la journée comme ça, c'est peut-être découpé par jour ou par semaine, mais il faut toucher à toutes les formes de développement commercial pour être efficace. Il faut consigner tout ça. Alors, le CRM, c'est peut-être un mot étrange pour vous. CRM, c'est de l'anglais. GRC, c'est en français. C'est Customer Relationship Management en anglais. C'est gestion de la relation client en français. En fait, c'est un outil qui va vous permettre de consigner tout ce que vous avez mis en place avec vos clients ou vos prospects. Et chaque échange que vous avez, chaque interaction avec vos prospects est référencé, mémorisé à l'intérieur de cet outil-là. Parce qu'on n'a pas une tête extensible, on ne peut pas tous se souvenir de tout et se souvenir surtout de tout ce qu'on a planifié. C'est-à-dire que le CRM vous permet aussi de dire, voilà, ce client-là, on s'est vu aujourd'hui, voilà ce qu'on s'est dit, je dois le rappeler tel jour, je mets ça dans mon CRM pour que le jour où je dois le rappeler, mon CRM m'envoie un message en disant « Coucou Fabrice, n'oublie pas, il faut que tu rappelles ce client-là parce que tu t'étais engagé à le rappeler à cette date-là. » C'est à ça que ça sert un CRM. Et puis, dans les développements de CRM, ça c'est les bases. Après, dans les développements de CRM, ça peut être l'outil qui vous permet de mettre en forme vos propositions, mettre en forme vos actions, avoir des bases de tarifs qui soient enregistrées dans le CRM. Enfin, voilà. C'est un vrai outil de développement commercial. Si vous n'avez pas… Vas-y, Alexis. Pardon, non, le CRM, effectivement, ça peut être un gros mot pour beaucoup et que ça peut paraître très compliqué lorsqu'on n'a pas l'habitude, mais on peut commencer tout simplement par un tableau Excel. Hein. C'est que l'on consulte tous les jours, on met ce tableau Excel en rouge avec un code couleur, rouge client à pas rappeler parce que pas du tout intéressé, en orange client à rappeler tel jour, telle heure, et en vert aller voir absolument très vite. Voilà. Ça peut être des outils très simples à mettre en place pour chacun. C'est souvent la première étape, ouais, le tableau Excel.
C'est un premier moyen de se rendre compte que c'est indispensable. Et après, quand on a pris conscience que c'était indispensable, on passe relativement vite. Alors, il y a plein d'outils gratuits ou plein d'outils pas chers pour faire ce job-là. Mais on se rend compte vite que c'est indispensable et on ne sait plus travailler sans quand on a appris à travailler avec. Ensuite, il faut avoir un discours commercial harmonisé. Bah oui, parce que chaque action commerciale que vous allez mener, vous allez avoir un discours commercial qu'il va falloir mettre en place. Et il faut que l'ensemble de votre entreprise utilise le même discours et la même méthode, parce qu'il en va de l'image de votre entreprise. Et puis aussi de ce que vous vendez dans l'entreprise. Vous ne pouvez pas avoir un commercial qui vend dont la meilleure vente, vous êtes épicier, et dont la meilleure vente va être les petits pois, alors que le commercial d'à côté, ça va être les confitures. Parce que vous n'allez pas pouvoir faire de prévision de vente. Si vous harmonisez le discours, tous les commerciaux vont être orientés vers la même chose. Et quand vous allez fixer un objectif de vente sur un produit, tous les commerciaux vont utiliser le même discours et la même méthode pour arriver à le vendre. C'est comme ça que vous allez avoir une unité d'entreprise, une force et une vraie façon d'atteindre les objectifs. Si vous êtes tout seul dans votre boîte, c'est pareil, il vous faut une méthode commerciale parce que c'est rassurant pour le client de voir que vous savez faire, vous savez le mener, que vous êtes à la baguette de la relation et que quand vous avez un entretien avec un client, vous savez quelles sont les étapes de cet entretien qu'il va falloir que vous parcouriez. Et c'est très rassurant pour le client d'être emmené parce qu'il est sur votre territoire, il faut que vous l'emmeniez. Si vous ne l'emmenez pas, il va manquer un élément à tout ça. Ouais, moi j'ai l'habitude de dire que effectivement la cohérence amène à la confiance. Il faut se mettre à la place de votre client et de se dire est-ce que ce que j'ai dit est cohérent, et de la même manière que vous le faites lorsque vous achetez quelque chose, vous achetez à des fournisseurs qui sont cohérents dans leur discours, et donc vous avez confiance en eux. Il faut que ça soit la même chose vous vis-à-vis de vos clients. Et donc, la méthode, ça va avec le discours commercial. Alors, quand on parle de méthode, le discours, c'est qu'est-ce que je raconte, quelles sont les questions que je pose. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui est le plus important pour le client, c'est lui, ce n'est pas vous. Donc, le discours commercial, ce n'est pas ce que vous allez raconter sur vous. Le discours commercial, il est composé de comment vous vous présentez, comment vous faites votre fameux entonnoir de découverte, c'est-à-dire comment vous découvrez le client, comment vous découvrez ses besoins, comment vous faites l'offre et comment vous argumentez votre offre. Dans tout ça, il y a plus de 50% du temps de parole qui est donné au client. Donc, le discours commercial, quand on parle de discours, souvent on parle de monologue. Mais un discours commercial, c'est surtout pas un monologue. Un discours commercial, c'est si vous parlez plus que le client, vous avez perdu. Il faut donner la parole au client et c'est le client qui doit vous informer de toute sa situation et de ses besoins. Et vous êtes juste en réponse à cette situation et à ses besoins. Il faut vraiment comprendre. Pardon, vas-y. Vas-y, Alexis. Non, il faut vraiment comprendre. Effectivement, tu as raison. Hein. Un discours commercial, c'est de l'écoute, c'est de l'écoute client, tout simplement. Il faut comprendre quels sont les problèmes du client. Quel est son problème quotidien quand il vient au bureau tous les jours? C'est presque qu'est-ce qui l'empêche de dormir par rapport à son travail pour pouvoir l'écouter et pouvoir résoudre son problème. C'est là-dessus. Et si le client arrive à comprendre que vous pouvez résoudre son problème, là, c'est gagné. Et puis la méthode, pour finir avec ça, la méthode, c'est est-ce que moi, dans ma méthode de vente, je vais utiliser une interaction client pour arriver à finaliser une vente, 2 interactions ou 3 interactions? Est-ce que je vends en 1 rendez-vous, en 2 rendez-vous ou en 3 rendez-vous? Il faut que vous fixiez ce rythme-là. Et comme le disait Alexis tout à l'heure, il faut garder le contrôle de ce rythme. C'est-à-dire que si vous vendez en 2 rendez-vous, je ne pars pas du premier rendez-vous sans avoir la date du deuxième. Si c'est en 3 rendez-vous, je ne pars pas du deuxième rendez-vous sans avoir la date du troisième. C'est vous qui devez mener la danse en permanence. C'est vous qui devez avoir le contrôle sur le timing et le rythme de contact avec vos clients. Et évidemment, vous êtes dans une boutique, vous recevez des clients, vous n'allez pas vendre en 3 rendez-vous.
Il est là, il faut qu'il reparte avec quelque chose. Donc, c'est une vente en un rendez-vous. Pour autant, si vous vendez en un rendez-vous, votre relation avec le client doit être structurée et vous savez par quelle phase vous devez passer pour arriver à l'amener à votre caisse. Et puis, si vous vendez du service en entreprise, en B2B, c'est compliqué de vendre du service en un seul rendez-vous. Quand on vend du service en un seul rendez-vous, ça veut dire qu'on vend la même chose à tout le monde. Et le service, c'est du sur-mesure. Donc, il faut d'abord faire une découverte client, ensuite, il faut étudier la proposition et revenir avec une proposition. Et puis après, peut-être que la signature se fait au deuxième rendez-vous ou alors se fait sur un troisième rendez-vous ou sur une relance. Mais on ne part pas d'un rendez-vous sans avoir la date de la prochaine interaction. Et la date de la prochaine interaction, ce n'est pas monsieur le client, c'est vous qui me rappelez le 15 mai. Non, ça, ce n'est pas possible. Le client n'a jamais la main. C'est je vous rappelle le 15 mai. Donc ça, c'est sur la méthode et le rythme qu'on donne à la. Voilà, on a fini. Ouais, moi, je finirais juste sur, effectivement, j'appuierai sur un dernier point qui est le fait que vos clients que vous avez qui ont signé, c'est pas parce qu'ils ont signé qu'il faut les mettre de côté. Ils sont extrêmement, extrêmement, extrêmement importants. Vos clients qui ont signé, ce sont vos prescripteurs, ce sont vos commerciaux, indirectement. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont signé qu'il faut effectivement les mettre de côté et faire son travail normalement. Il faut toujours garder une relation, informer sur un état de chantier, sur une date de livraison ou autre chose. Mais il ne faut pas oublier que vos clients actuels sont votre force de vente. Alors, j'ai une remarque de Jean-Pierre Tourneret qui a envoyé un message en disant qu'il faut traiter tous ses clients comme des prospects à reconquérir en permanence. Je dirais oui et non. À partir du moment où il est dans un bastion de la marque, c'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui est fidèle avec vous, que vous traitez comme un vrai partenaire, que c'est des clients qui se retrouvent chaque année, ne le traitez pas comme un client à reconquérir, sinon il va mal le prendre. Traitez-le vraiment comme un partenaire et comme quelqu'un qui est important pour l'entreprise et faites des choses qui vont vous permettre de jauger de la qualité de la relation commerciale que vous avez avec lui. Ceux qu'il faut traiter comme des clients à reconquérir en permanence, des prospects à reconquérir, c'est ceux sur lesquels vous avez une menace de concurrence. C'est ceux qui reçoivent et qui continuent à regarder les offres d'autres gens qui font la même chose que vous. Ceux-là, oui, c'est des prospects et à chaque fois que vous leur faites une offre, il faut les reconquérir en permanence. Maintenant, je vais vous laisser la parole et essayez, vous avez des petits signes ou montrez la main quand vous voulez prendre la parole ou vous ouvrez votre micro si vous avez des questions et n'hésitez pas, c'est le moment. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, il ne se les foule pas. Hein. Vous avez tellement été clair. On a été bon? Ah, très bon. Comme d'habitude. Donc, y a-t-il des questions? Non, pas de questions? Ben, s'il n'y a pas de questions, le webinaire va s'arrêter. Mais, Oui, petite question. Vas-y, c'est qui? Dis-moi, Sophie. Fabrice, Sophie. dans toute cette méthode, de tout ce que tu nous as dit, qu'est-ce qui change avec la période de confinement? Ce qui change, c'est que les changements de paradigme vont s'accélérer. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que l'évolution du commerce est en place. Ça fait 10 ans que, comme on le disait, la place des partenariats et des réseaux est de plus en plus importante. Ça va devenir de plus en plus vrai et ça va s'accélérer. Il y a une chose aussi, c'est que, alors je suis désolé de dire ça, hein, mais les périodes de crise tuent les gens faibles. Et c'est vrai pour les entreprises. Il y a des entreprises qui vont disparaître et c'est la loi de la nature. Des entreprises qui étaient en mauvaise posture ou en mauvaise santé vont disparaître et la nature a horreur du vide. Donc, la place qu'elles avaient va être prise par ceux qui seront les plus adroits pour prendre la place. Donc, il y a des places à prendre. Ceux qui seront là demain, j'espère que vous y serez tous, hein,
je pense que vous le serez tous. Mais tous ceux qui seront là ont des places à prendre parce qu'il y a des vides qui vont se mettre en place. Et ceux qui le réussiront le mieux sont ceux qui ont réussi à bien fidéliser leurs clients pendant la période de confinement, c'est-à-dire ne pas avoir perdu le lien, il est encore temps, mais il ne faut surtout pas avoir perdu le lien avec les clients pendant la période de confinement. Et puis être très actif sur le développement commercial après le confinement. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que le développement commercial, c'est un écosystème et que vous êtes performant en développement commercial quand vous êtes partout. C'est très compliqué d'être partout. Mais la réalité, c'est qu'il faut être partout. Donc, il faut être présent dans la prospection pure. Il faut être présent sur les réseaux sociaux, les réseaux physiques. Il faut être efficace dans la fidélisation. Il faut avoir une qualité de relation commerciale avec vos clients fidèles qui soit au top. Il faut être performant dans la reconquête, ce qui est souvent un point très mal traité dans les entreprises. À partir du moment où on a perdu un client, on considère que jamais on pourra le retrouver. Ça coûte beaucoup moins cher de reconquérir un client que d'en gagner un nouveau. Donc, tout ça, il faut être partout. Donc, il faut être hyper organisé. C'est le commerce, c'est des mathématiques. Il n'y a pas de talent pour faire du commerce. Il y a juste un peu de technique et de l'application mathématique sur des taux de conversion. Et la technique va vous permettre d'améliorer les taux de conversion et donc de faire en sorte que, avec le même nombre de contacts, vous ayez plus de clients à la fin, avec un peu de technique. Mais il faut être partout. Construire un écosystème pour faire ce que les Américains appellent de l'inbound marketing, c'est-à-dire de faire venir les gens à vous plutôt que d'aller vers eux. Le jour où ils ont besoin de vous, il faut que vous soyez en permanence sur le haut de la pile pour qu'ils viennent vers vous. C'est ça le jeu. On n'est plus… alors, je ne sais pas vous, hein, mais moi, je reçois tous les jours des coups de fil de gens qui veulent prendre rendez-vous de prospection et je ne réponds plus à tel point que ma ligne fixe, je ne la décroche même plus. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais c'est un démarchage commercial que moi, je ne supporte plus. Et du coup, il y a des gens là-dedans dont j'aurais peut-être besoin un jour, mais je ne ferai jamais appel à eux parce que je ne les connais pas et leur façon de me démarcher ne m'a pas plu. Par contre, s'ils m'entourent et que je connais leur présence et que le jour où j'ai besoin, c'est à eux que je pense parce que régulièrement, ils me reviennent en mémoire, mais pas de manière agressive, pas voulant me prendre un rendez-vous, mais juste en montrant ce qu'ils font, en développant leurs produits autour de moi. Le jour où j'ai besoin d'un de leurs produits, c'est à eux que je vais penser. Donc, c'est ça le système. C'est cerner le client de votre offre pour que le jour où il a besoin d'une offre qui ressemble à la vôtre, ce soit vers vous qu'il vienne. Fabrice, pour compléter, peut-être moins se centrer sur ma démarche commerciale de vente que sur la démarche d'achat de la part du client. C'est ça l'inbound marketing aussi. Ah, complètement, mais ça, on est vraiment dans l'écoute client. L'important, le centre des affaires, c'est le client. Ce n'est pas votre offre. C'est le client et ses problématiques du moment. Est-ce qu'on a d'autres questions? Lionel veut bien. Lionel, vas-y. Déjà, très bien la présentation. En vous écoutant et toutes les méthodes, je vais dire modestement, c'est ce que j'ai appris à appliquer en 40 ans de carrière, pas à pas. Et que je finis toujours mes dossiers avec mes clients par un déjeuner que je leur offre. Quelque part, il y a une dame qui va sourire, hein, parce que c'est avec les honoraires des clients que je paye. Mais je ne suis pas obligé de le faire. Et que si je ne paye pas un client un repas à la fin, il faut qu'il se pose des questions et peut-être qu'il ne m'aura pas plu. Mais la question que poserait un client potentiel de Fabrice et Alexis, même si moi ma démarche est, peu importe ce que ça coûte, si ça rapporte, c'est comment vous vendez votre business model à vous de DIRCOM à temps partagé, puisque moi je suis quelque part aussi un directeur financier ou un banquier en temps partagé. Alors, en fait, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de truc, de modèle qu'on peut plaquer. Tout dépend vraiment de la situation individuelle de chaque entreprise. On a des domaines dans lesquels on va intervenir. Bien sûr, nous, on n'intervient que sur le commercial et un peu sur l'organisation d'entreprise. Donc,
Mais il faut qu'on fasse une vraie découverte client. Nous on ne peut pas faire d'offres tant qu'on n'a pas fait de découverte client. Moi, je rencontre une entreprise, avant de la voir, je suis incapable de dire s'il faut que j'y passe une demi-journée par mois ou s'il faut que j'y passe 2 jours par semaine, tant qu'on ne s'est pas rencontré. Parce qu'il faut que je connaisse l'entreprise, il faut que je connaisse la structure de l'entreprise, il faut que je connaisse les équipes, il faut que vraiment que je fasse une découverte pour ensuite pouvoir faire une offre de mission. Moi, je dis toujours, la métaphore, c'est un médecin ne donne jamais de traitement sans faire passer des radios. Moi, je dénude mes clients financièrement parlant pour pouvoir ensuite dire votre projet est finançable ou pas. Oui, il n'y a pas d'autre solution. Ok, mais la question, la mienne ou indirecte, parce que j'ai des amis qui font un peu ce métier-là aussi et qui vendent à leurs clients peut-être une prestation forfaitaire lambda pour analyser, l'auditer, et qui aussi sont motivés par les retombées, une action vers un partenaire, vers un client, vers une famille de prescripteurs. Alors, nous, on va plus loin que ça. Nous, on va plus loin que ça parce que quand on rentre dans une entreprise et qu'on prend la direction commerciale d'une entreprise, on considère qu'au bout de 3 mois de présence à l'intérieur de l'entreprise, on est responsable des résultats. Et donc, comme un directeur commercial que l'entreprise aurait embauché, on va être intéressé aux résultats, c'est-à-dire qu'on va réduire notre taux de facturation journalier à 20-25% et qu'on va transférer en variable sur la réalisation des objectifs. C'est-à-dire qu'on monte dans la barque avec le client. 25% de notre rémunération, 25 ou 30%, ça dépend des cas. Pareil, c'est au cas par cas, va être lié à la réalisation des objectifs. Donc, notre ambition, c'est de vous coûter le plus cher possible. Parce que plus on vous coûte cher, plus vous paierez avec le sourire. C'est ce que j'allais prendre comme axe. Moi, j'ai rencontré un jour un vieux routier du cinéma. Il m'a dit, plus ton directeur commercial te coûte cher, et plus c'est bon signe pour ta boîte. Voilà. Mais on prend cette démarche-là. On n'est pas consultant. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour facturer des jours. On est là pour emmener les gens sur un chemin de réussite. Donc, nous aussi, on doit être intéressé par cette réussite et pour ramer avec le dirigeant dans le même sens. Donc, ce n'est pas que de la théorie. Non, c'est très pratique. Qu'on vous préconise, on se l'applique aussi à nous. Ouais. Ça me va bien. Enfin, j'étais pas trop dans le doute, mais quand on l'entend, c'est mieux. Moi, j'aurais une question. Oui, Gladys. Oui, bonjour. Moi, pour information, je suis imprimeur sur le territoire de Belfort. Là, je suis en train de conquérir un client qui aurait vraiment un potentiel qui a plusieurs franchises et donc qui aurait besoin de revenir vers moi régulièrement. Et quels conseils vous pourriez me donner pour justement quelle attitude avoir avec ce genre de client qui cherche à faire baisser mes prix au plus bas et comment être avec ce genre de client. Déjà, si vous parlez des prix, Alexis, tu as une réponse? Tu veux prendre la parole? Vas-y, je compléterai, mais j'ai une petite idée de ce que tu vas dire. Déjà, si vous parlez que de prix, c'est que le prix n'est qu'un élément de l'offre. C'est ce que je dis toujours. Il n'y a pas que ça. Si vous avez bien découvert l'entreprise, si vous avez bien découvert ses besoins et que vous y répondez parfaitement, bien sûr, il va essayer de négocier les prix parce qu'il va jouer son rôle d'acheteur. C'est normal. Mais si tout le reste lui convient, déjà, vous avez gagné un point et vous avez mis un pied dans la porte. Le prix, ça n'est qu'un élément de l'offre et des fois, il ne faut pas le négocier. Il ne faut pas descendre. Parce que plus vous descendez, plus vous vous décrédibilisez. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire de descendre le prix. Il vaut mieux faire, dans la négociation, offrir quelque chose, faire cadeau de quelque chose, mais pas réduire votre prix. Réduire votre prix, en plus, pour lui, c'est réduire la valeur de votre offre. Vous avez un truc que vous faites pour 1 000 €, si tout d'un coup vous le vendez 900 €, pour lui, ça vaut 900 €. Par contre, si c'est 1 000 € pour 1000 pièces et que vous lui dites, écoutez, ce coup-ci, je vous en offre 100 pièces, il va payer 900 €, c'est 1000 pièces, c'est pareil. Sauf que la valeur, elle reste à 1 000 € et vous allez lui offrir 100 pièces qui vont réduire son paiement à 900 €. Mais la valeur, la fois d'après, il va payer 1000. Il n'y a pas de raison de lui faire des cadeaux à chaque fois.
Donc, ou vous allez faire le cadeau sur autre chose pour l'amener sur un nouveau produit, par exemple. Faire cadeau sur quelque chose de différent qui vont lui permettre d'accéder à quelque chose que lui n'avait pas envie d'acheter. Enfin, il n'a pas envie d'acheter, on lui offre. OK, ce n'est pas une remise, c'est un cadeau sur un produit à découvrir. Le prix, attention, ce n'est pas forcément la base de la négociation. La négociation, elle se fait sur l'ensemble de l'offre. Et le prix n'est qu'un élément de l'offre. Voilà. Ouais, on parlait. Vous donner, développer votre découverte client pour être sûr que votre offre correspond parfaitement à ses besoins. Oui, Alexis. On parlait de cohérence tout à l'heure dans le discours commercial. Il faut aussi l'être avec vos tarifs. C'est-à-dire que si vous baissez tout d'un coup vos tarifs, ben, ceux qui vont vous connaître vont dire pourquoi lui et pas moi. Donc, il faut rester cohérent avec l'offre et avoir confiance aussi en votre offre en disant que ça vaut pas moins que ça. Et Fabrice avait raison en disant, effectivement, vous pouvez jouer sur un autre levier qui peut être pour vous pas très onéreux, mais par exemple, vous pouvez vous dire, moi, on va rester sur ce tarif, mais je vais vous offrir du service en plus. Par exemple, dans ce qui vous concerne, en termes de délai, vous allez passer avant tout le monde, une plus grande réactivité. Mais effectivement, jouer sur autre chose, mais votre travail vaut ce qu'il vaut. Donc, après, effectivement, il faut rester cohérent avec ce que vous proposez en règle générale et montrer que vous êtes souple effectivement, en proposant en plus autre chose. D'accord, ok. Une dernière réflexion et qui toujours me revient aux oreilles quand je parle de prix, c'est ce qui ne coûte rien ne vaut pas grand-chose. Et Fabrice, petite question. Comment me conseiller, parce que moi, en tant que bureau de contrôle réglementaire, je vends une contrainte. Donc, comment axer ma démarche commerciale par rapport à ça? Parce que quand je le présente sous forme réglementaire, je suis un peu gendarme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je force quelque part les gens à vendre, à acheter. Et c'est pas évident à amener l'aspect réglementaire obligatoire. Là, Sylvain, tu nous parles d'un souci d'argumentation d'offre. En fait, une argumentation d'offre, elle est basée sur 3 choses. C'est la caractéristique de l'offre, le bénéfice client et la preuve. En fait, il faut, dans ton cas, que tu parles essentiellement du bénéfice client. Tant que tu parles de la caractéristique, tu parles d'une contrainte. Transforme la contrainte en bénéfice client. Il faut que tu lui parles de qu'est-ce qu'il a à gagner à travailler avec toi. Et il faut le trouver, hein. Ce n'est pas forcément évident, mais il faut trouver où est le bénéfice client. S'il n'y a pas de bénéfice pour le client à venir travailler avec toi, ça va être très compliqué. Donc, il faut imaginer ces bénéfices clients pour être pertinent dans ton offre et pouvoir l'argumenter de manière valable. Ouais, effectivement, je vais pas être une contrainte, mais je vais vous régler certains problèmes que vous avez. Très bien, merci. On a d'autres questions. On arrive au bout de notre heure de webinaire, mais on peut encore avoir 1 ou 2 questions s'il le faut. Non? Non, c'est bon pour tout le monde? Vous avez été géniaux. Merci. On va vous envoyer à tous, puisque j'ai vos adresses email, je vais vous envoyer le support de présentation de ce webinaire. Et n'hésitez pas, hein, ceux qui ont besoin ou qui ont envie d'aller un peu plus loin dans cette démarche-là et de faire connaissance avec Alexis ou avec moi, envoyez-nous un message et on reviendra vers vous dès qu'on le pourra, parce que dès que le déconfinement sera réel et annoncé. Il est annoncé pour le 11 mai, mais ça peut encore changer pour certaines entreprises. Donc voilà, dès qu'on peut, on se rencontre si vous le souhaitez. Ouais, si je peux juste faire une petite… C'est qui? Laurent Masse. Laurent, ouais. Non, je voulais juste vous dire que moi, j'ai fait appel au service de Fabrice pour mettre en place les processus de vente. Et en fait, bon, c'est vrai qu'il faut qu'on sache tout faire, mais il y a des choses qu'on ne sait pas bien faire, en fait, ou à défaut qu'on ne fait pas. Et en fait, ça a été un soutien important pour pouvoir mettre en place une colonne vertébrale sur laquelle on peut s'appuyer, que ce soit moi personnellement ou si demain j'ai un service commercial ou autre qui vient m'aider. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à le faire de façon
très libre parce que c'est un soutien important. Merci Laurent pour ce témoignage qui revient vers le côté partenariat. Dans le partenariat et dans la qualité de la relation commerciale avec vos clients fidèles, il y a le fait de transformer vos meilleurs clients en vos meilleurs vendeurs. Merci Laurent, c'est un bel exemple. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, c'est bon? Ah, je peux témoigner aussi parce qu'on a eu recours à Fabrice, donc quand même, qu'on se le dise. Non, ça nous a été bien utile et je pense qu'une petite piqûre de rappel, à un moment, on aura peut-être plus de temps, ce serait très bien pour justement. C'est un peu prévu. C'est un peu Hein prévu, Sophie. C'est un peu Ah ouais prévu. Ouais, c'est un peu prévu. C'est une question de communication alors. C'est justement à ce sujet-là qu'il faut qu'on prévoie des choses. Tu sais quoi, tu vois avec moi pour le planning. Non, mais c'est prévu, ouais. Ok. C'est bon? C'est bon pour tout le monde. Je vous envoie le support de présentation et puis si vous le souhaitez, ce webinaire a été enregistré et je le garde. Je peux le partager avec vous aussi pour ceux qui le souhaitent. Voilà. D'accord. Ok. Et puis évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous nous contactez évidemment sur les coordonnées que va vous envoyer Fabrice. Je fais le relais. Bon déconfinement à tous. Profitez bien de ce moment et vous jetez pas trop vite dans la bataille. Gardez des forces parce que ce sera un travail de longue haleine et on n'est pas complètement sorti de tout. C'est pas parce qu'on aura le droit de sortir dehors qu'on est sorti de tout. Ça va durer un peu de temps. Merci à vous d'être venus et bon déconfinement à tous. Merci. Super, merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt.